9 fois sur 10, tu penses que les gens te jugent mal et en fait, ils te jugent pas. Christophe, comment ça va? Bien. Je dois te faire une confidence. Mon père s'appelle Christophe et il te ressemble beaucoup. Donc j'ai un peu l'impression de faire un face-à-face avec mon père. Et c'est lui qui m'a fait découvrir tes livres. Ah, formidable. Écoute, tu le remercieras de ma part, puis je vais essayer de De te faire honneur. de ne pas trahir ses qualités. Je vais te faire tous les reproches que j'aurais voulu faire à mon père en transfert. Ouais, ça, c'est pas grave. Comme je me sentirais pas concerné, je répondrai Absolument. calmement. Les reproches les plus difficiles, c'est quand tu es vraiment touché par ce qu'on te reproche. J'ai envie que cette vidéo, ce soit un peu pas un manuel de vie, mais ou en tout cas, on réponde à des questions de vie qui, je pense, sont très universelles. La première, c'est comment être heureux. Je crois déjà, en n'étant pas inutilement malheureux. Il y a un philosophe que j'aime beaucoup, qui est un ami aussi, qui s'appelle André Comte-Sponville. Au fond, il explique comme ça, il dit « Moi, je ne suis pas très doué pour le bonheur. Et déjà, ce que je m'applique à faire, c'est essayer d'être heureux quand tout va bien. Quand j'ai des ennuis, des pépins, ok, là, je fais ce que je peux, je ne cherche pas à être heureux. Mais quand la vie est ordinaire, quand tu n'as pas trop mal aux dents, quand tu t'es pas engueulé avec la personne qui partage ta vie, quand tu arrives à payer ton loyer et à partir en vacances, là, il faut être heureux. Et ce type de bonheur, puisque dans Comment être heureux, c'est juste prendre conscience de ce qui va bien. Je dirais que ça, c'est le chapitre 1 du grand livre du bonheur. Il y a dans la plupart des vies, malheureusement, il y a des moments, il y a des endroits sur la planète, situés en ce moment dans tout un tas de pays africains, sur la bande de Gaza, en Ukraine. C'est pas des vies faciles, mais dans la plupart des vies, on a plein de petites occasions d'être heureux, de se dire voilà, là c'est pas trop mal. La définition du bonheur, c'est prendre conscience de son bien-être. Le bien-être, c'est pas de grand drame dans ma vie. Je vis dans une démocratie. Ce matin, j'ai eu de l'eau chaude pour ma douche. Ce soir, j'aurai de quoi manger. Je vais voir des potes, etc. Voilà. Si je prends conscience que ça, c'est super, ça va transformer mon petit confort, mon petit bien-être tranquille, qui me semble normal mais qui ne l'est pas, en sentiment de bonheur, quelque chose de plus ample et de plus fort. Enfin voilà, mais méfie-toi parce que moi je peux blablater pendant 3 heures. C'est génial. Alors moi je trouve ça hyper intéressant. Mais justement, je trouve qu'il y a un truc, c'est que on a souvent tendance à laisser plus de place au négatif dans notre cerveau. Nous en plus on en parle beaucoup sur YouTube par rapport aux commentaires qu'on peut recevoir. Il peut y avoir 100 commentaires positifs, il y en a un négatif. Il va prendre le pas et c'est lui qui va rester un peu dans notre cerveau. Dans notre vie de tous les jours, c'est un peu ça aussi. On peut avoir plein de choses qui sont actées. J'ai l'impression que plus on avance dans le confort en plus ça nous paraît juste la normalité en fait. Comment on fait justement pour laisser moins de place à la négativité en fait? C'est sans doute ce phénomène que tu décris qui explique qu'il y a eu tant de livres avec tant d'auteurs et depuis tant de temps. Ça fait 2000 ans qu'on écrit sur le bonheur facile et c'est pas pour rien. C'est parce que c'est à la fois nécessaire et difficile. C'est nécessaire pour vivre. La vie est dure. La vie, c'est on vient au monde, on va rencontrer tout un tas de souffrances et à la fin, on meurt. Donc, ce qui est pas hyper positif là. Ouais, dit comme ça. Voilà. Non, mais c'est quand même ça. Ouais. Et dans le bonheur, il ne faut pas que ça soit un truc qui occulte les problèmes. Il faut que ça soit quelque chose qui te donne la force de les affronter et de ne pas te laisser pourrir par eux. Donc, c'est pas si facile. Pourtant, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'humain. Voilà, on peut pas vivre sans bonheur. Alors, un des grands mystères de la psychologie, c'est pourquoi le négatif est plus fort que le positif. Ouais. Voilà. Pourquoi, si on ne fait pas d'efforts, en tout cas, c'est toujours le négatif qui gagne. Des chercheurs avaient fait une étude, par exemple, où ils présentaient un gros bocal de plein de bonnes cerises rouges délicieuses. Et les gens regardaient ces cerises, ils les trouvaient très appétissantes. Puis après, ils posaient un gros cafard qui se baladait sur les cerises. Puis après, ils enlevaient le cafard, ils retendaient Et donc, les volontaires disaient « Ah ben non, le cafard s'est promené dessus, ça m'a gâché le plaisir. » Et puis après, on leur demandait « Mais et inversement, si on avait un bol de cafard sur lequel on pose une cerise, est-ce que ça bonifierait les cafards ?» Donc, tu vois, c'est un peu idiot, Okay. mais c'est
un cafard pourrit tout un bol de cerises, mais une cerise ne bonifie pas le bol de cafard. Le négatif est plus fort que le positif, ça toutes les études le montrent. Quand tu as un événement négatif ou un événement positif, tu mémorises plus l'événement négatif. Tu vois que les files d'attente où tu es le dernier à passer alors que celles de droite, celles de gauche vont plus vite, tu t'en souviens, mais tu ne te souviens pas des fois où c'était la tienne qui avançait, etc. C'est vrai. Ça a une explication, c'est dans notre cerveau. Tu sais qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de ce qu'on appelle de psychologie évolutionniste, où on se dit, mais finalement, si on a telle ou telle capacité dans le cerveau, c'est qu'elle a rendu service dans l'évolution de notre espèce pour nous aider à survivre. Donc si on est capable de se mettre en colère, c'est que la colère servait à intimider des adversaires, des animaux, à nous donner de l'énergie. Si on a ces capacités de tristesse, c'est parce que la tristesse, au départ, dans le monde animal, c'est un moment où on se replie sur nous pour reprendre des forces après un échec, une déception. Et si notre capacité à surréagir au négatif par rapport au positif existe, c'est parce que ça nous rend service en cas de danger. Quand tu es un petit animal dans la savane, il faut que tu sois équipé d'un cerveau qui te rende beaucoup plus vigilant au danger qu'aux chances. Tu peux rater une occasion de boire, de manger, d'avoir un rapport sexuel, de faire une sieste. Si tu passes à côté, tu auras d'autres chances de boire, de manger, de sexualiser ou de siester. Tu ne peux pas passer à côté d'un prédateur ou d'une menace, tu n'auras qu'une chance. Si tu la rates, tu es mort et ta vie est terminée. C'est étonnant qu'on ait gardé ça, nous, en tant qu'espèce, où on n'a plus vraiment besoin aujourd'hui de ça. Alors, d'abord, ça va très lentement, l'évolution du cerveau. Nos sociétés changent plus vite que nos cerveaux. Nos cerveaux mettent beaucoup de temps à évoluer, des milliers d'années, alors que les conditions sociales évoluent en quelques dizaines d'années. On a ce problème, par exemple, d'inadéquation entre nos capacités cérébrales et l'environnement avec les écrans. Les addictions aux écrans, tous ces trucs-là, voilà, parce que les écrans sont arrivés tellement vite qu'on n'a pas eu le temps de s'adapter à en faire un bon usage. Prendre le meilleur et puis laisser les dépendances. Donc cette lenteur d'évolution de notre cerveau explique qu'on a toujours, comme si on vivait dans la jungle, cette compétence, en tout cas cette déformation plutôt, à surréagir au négatif. Et puis il y a aussi le fait que c'est important de faire attention à ce qui ne va pas. Une fois de plus, on était parti du bonheur. Le bonheur, ça ne doit pas être un écran. Face au problème, il faut que je sois capable de voir ce qui ne va pas dans ma vie. Il faut que je sois capable de le voir à sa juste mesure, de ne pas dramatiser, de ne pas me victimiser, etc. Et il faut que je sois capable aussi de me dire, OK, tu vas t'attaquer à ce problème et quand tu auras fini, tu te réjouiras, tu essaieras d'être heureux avec tes amis, ta famille, etc. Et donc, Donc, le bonheur, c'est aussi savoir accueillir le malheur ? Ouais, c'est ce que les vieux philosophes appelaient le bonheur tragique. Okay. Le bonheur tragique, c'est l'inverse du bonheur naïf ou du bonheur aveugle. Le bonheur aveugle, c'est je ne veux pas voir ce qui cloche dans ma vie, sur Terre, pour les humains. C'est trop douloureux, je ne veux voir que les bonnes choses. C'est Mickey, les bisounours, tout ce qu'on veut. Bon, c'est touchant, c'est mignon, c'est sympa. Puis parfois, on a besoin d'avoir cette espèce de fonctionnement. Mais la vie, une fois de plus, ce n'est pas comme ça, quoi. Il y a un écrivain qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Paul Claudel, qui a, au passage, écrit une des pièces de théâtre les plus longues du monde, Le Soulier de Satin, qui dure 2 jours. Ah ouais, ok. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Et Claudel, en tout cas, a eu il a écrit cette phrase formidable. Il dit « Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie ». Alors ça a l'air de rien, mais c'est très puissant. Le bonheur n'est pas le but, mais le moyen de la vie. Ça veut dire que c'est le moyen de rester en vie dans ce monde difficile. On vit pour être heureux, pas pour être malheureux. Tu vois, tu te lèves pas le matin en te disant pourvu que je sois malheureux, pourvu que je souffre. Non. Mais par contre, c'est surtout un moyen pour affronter la vie telle qu'elle est. Parce que la vie est tragique, mais ça ne veut pas dire qu'elle est invivable. Les choses tragiques ne sont pas des choses invivables. Je peux avoir rencontré des tragédies dans ma vie et en être sorti en me disant « Putain, c'est quand même beau la vie, malgré ce que j'ai vécu ou malgré ce que ses proches ont vécu. » Est-ce que ça veut dire que le bonheur, parce qu'il y a souvent des gens qui disent « Ah, il me manque ça encore pour être heureux, mais une fois que j'aurai ça, je serai heureux. » Est-ce que ça veut dire qu'en fait, la clé du bonheur réside que dans l'instant présent ? Elle ne réside pas que dans l'instant présent, mais elle réside
dans l'instant présent plus qu'on ne le croit. C'est important d'avoir des projets, des buts, de se donner des objectifs. Pourquoi pas, effectivement, se rendre heureux en achetant un nouveau pull, de nouvelles chaussures, en partant en voyage. Et il ne faut pas qu'il n'y ait que ça pour nous rendre heureux. Tout à l'heure, tu parlais de la tentation de toujours aller plus loin dans la quête du bonheur matériel. Ouais. Et ça nous expose à un risque classique en psychologie du bonheur qui s'appelle l'habituation hédonique. Ce qu'on a montré en faisant des études sur le bonheur, c'est que une chance, un confort, une expérience, un objet, quelque chose qui te rend heureux, si c'est présent tout le temps dans ta vie, tous les jours, des bonheurs quotidiens, des sources de bonheur présentes chaque jour de ta vie, elles finissent par perdre leur puissance auprès de toi. Tous les matins, tu prends une douche chaude, enfin, je suppose. Quand ça fonctionne bien, oui, en général. Mais c'est rare que tous les matins, tu te dises, punaise, c'est cool, quoi. C'est bien la douche chaude, j'ai de la chance, je vis dans un pays où il y a de l'eau chaude quand je tourne le robinet. Tous les matins, c'est la norme. Tu te réjouis pas. Par contre, le matin où il n'y a pas d'eau chaude, où l'eau est glacée, ou bien il n'y a pas d'eau du tout, tu dis, putain, c'est quoi ça, voilà. Ouais. Mais tout à l'heure, tu parlais de maladies, c'est quand on a mal aux dents ou quoi que ce soit, on se dit, ah là là, une fois que je sortirai de mon rhume, ou une fois que j'aurai plus mal aux dents, je me plaindrai plus jamais. Et en fait, on repart voilà. dans Et c'est truc. Ça, l'habituation hédonique. C'est qu'on a tendance à oublier ce qui va bien, si c'est régulier. Et c'est pour ça qu'on disait que finalement, une des clés du bonheur, c'est de prendre conscience de ce qui va bien. C'est régulièrement se dire, j'ai du bol, je vis en démocratie, j'ai du confort pour ne pas que mon corps ne souffre pas au quotidien, j'ai des amis, j'ai des choses qui m'intéressent, ça n'a l'air de rien, mais c'est une chance. Et si je le perdais, je serais malheureux. Un des problèmes que nous pose l'habitude de nous rendre heureux en achetant des objets, des vêtements, des services, des expériences, c'est que finalement, on a tendance à confondre la possession avec le bonheur. Et au lieu de se dire, voilà, c'est plutôt l'expérience qui rend heureux que la possession de tel ou tel objet. Ouais. C'est marrant ce que tu dis parce que moi, je l'ai par exemple avec le fait de commander de la nourriture. Où moi, je suis arrivé à Paris à 25 ans. À Caen, on n'avait pas trop Uber Eats, tu vois, Deliveroo, tous ces trucs-là. Et avec mon rythme de vie et le fait que je puisse commencer à me le permettre aussi, les premières fois, quand je commandais, j'avais pas trop d'argent. Je le faisais un peu, c'était jour de fête quand je commandais. Et je me disais, ouais, c'est génial, là, j'ai le resto chez moi. Enfin, c'était fou. Et aujourd'hui, une grosse partie de mon alimentation, avec mon rythme de vie et tout, je prends plus le temps de vraiment cuisiner. Donc, en fait, ça me paraît normal à chaque fois. Et donc, je me fais plus du tout la remarque de me dire, je suis en train de manger ce qu'un chef a fait ou voilà, un truc que j'ai pas cuisiné, etc. Et du coup, je prends plus de plaisir vraiment à manger ça, quoi. C'est un peu comme si, pour continuer d'être capable de prendre conscience de nos bonheurs, nos petits bonheurs, il fallait qu'on soit régulièrement confronté à l'adversité. Si tu n'as pas régulièrement des pépins, si ta vie est hyper protégée, que tu n'as jamais d'ennui, jamais de soucis, paradoxalement, le goût du bonheur va s'écarter. Et on a montré ça dans des études auprès des enfants. C'est des collègues chercheurs qui avaient fait des études très intéressantes où ils montraient que l'idéal pour un enfant, c'était d'être protégé par ses parents quand même, que les parents ne laissent pas leurs enfants affronter des adversités trop dures, mais pas d'être surprotégés. Et qu'au fond, les enfants qui étaient les moins bien équipés une fois devenus adultes, c'était ceux qui en avaient pris plein la tête parce que les parents n'avaient pas joué leur rôle d'amortisseur de la dureté de la vie, donc les enfants abandonnés, battus, c'est les enfants malheureux, quoi. Mais aussi les enfants surprotégés qu'on avait élevés dans du coton, à qui on avait voulu, voilà, la grand-mère était morte, mais il fallait surtout pas qu'ils aillent à l'enterrement pour pas être traumatisés. Tu vois, et qu'au fond, les enfants qui avaient connu quand même, qui avaient compris ce qu'était la maladie, ce qu'était la mort, qui avaient été un petit peu exposés, mais sans être écrasés par l'adversité, c'était ceux qui avaient les plus grandes capacités à se rendre heureux, à être résilients, etc. Donc, c'est vrai que pour certains, les aspirations des Occidentaux à une vie climatisée, toujours baignant dans le bonheur, etc., sont dangereuses parce que, en voulant gommer toute adversité, peut-être, ça, il faudrait en être davantage sûr pour l'affirmer, mais ça me semble pas bête. Peut-être que ça, finalement, ne nous aide pas dans la quête du bonheur. Comment on fait si, de manière objective,
Voilà, on se dit: «Bon, je me reconnecte à l'instant présent, j'ai ça, c'est génial», mais qu'on trouve pas grand-chose dans sa vie de positif. En général, c'est qu'on a mal cherché. OK. Non, mais c'est vrai qu'il y a des inégalités. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu la chance d'avoir une super enfance, de croiser les bonnes personnes au bon moment et qui, objectivement, sont plus aptes, enfin, pas forcément plus aptes au bonheur, mais semblent plus heureuses que les Ouais. autres. Mais quand même, je crois que c'est assez rare que quelqu'un puisse se dire: «Il n'y a rien dans ma vie qui puisse me rendre heureux». Notre marge de manœuvre, elle est beaucoup plus grande que les gens ne le croient en général, hein. Et quand on examine ça de plus près, c'est-à-dire soit on s'aperçoit qu'il y a quand même objectivement des maladies psychologiques, des Ouais. troubles psychiatriques, il y a des états dépressifs, des troubles de personnalité, des traumatismes du passé qui n'ont pas été soignés correctement. Et là, c'est vrai que c'est un obstacle au bonheur, hein, Mmh. effectivement. Soit on voit que c'est une question de méthode. Ces gens n'ont pas appris à être heureux ou à fabriquer cette conscience de ce qui va bien dans leur vie, mais parce que ça s'apprend, hein. Ouais. C'est nos parents qui nous l'apprennent, notre société, notre environnement, les rencontres qu'on fait à l'école, etc. Moi, je connaissais le plus grand des surdoués du bonheur que j'ai jamais rencontré, c'était mon beau-père, donc OK. le papa de mon épouse, qui était génialissime, mais génialissime. C'est-à-dire, c'était quelqu'un, et je le voyais faire, c'était un extracteur de bonheur. Quoi qu'il lui arrive, presque tout pouvait être transformé en une occasion de se réjouir, et c'était pas bidon, il faisait pas semblant. Je te raconte la plus spectaculaire. Donc il habitait au Pays Basque, donc un jour, dans sa maison, là, dans les montagnes basques, il était tout seul, sa femme était partie là pour 2 jours, je sais pas où, et il glisse dans les escaliers et il s'ouvre le crâne, mais férocement, quoi. Ouais. 30 points de Ah ouais, suture, OK. il pisse le sang, enfin d'abord il perd connaissance, puis Ouais. il se réveille au bout d'un quart d'heure, baignant dans son Ouais. sang, il se traîne au téléphone. C'est à l'époque où il y avait des téléphones fixes, hein, il n'y avait pas encore de mobile. Mmh. Tu étais peut-être pas encore né. Ah, j'avais 11 ans quand les téléphones Oui, sont quand arrivés, ils ouais, sont arrivés, ouais, voilà. Enfin, en tout cas, bref, il arrive à téléphoner aux pompiers qui lui font décrire un peu la situation, ouais. puis qui arrivent et qui viennent le chercher, en fait, qui appellent un hélicoptère parce qu'il perdait beaucoup de Ah oui, sang. OK. Bon, Oui, là, on peut se dire qu'on est dans une spirale un peu négative, à ce moment-là, quoi. c'est pas un événement Non. positif, a priori, en tout cas pas pour moi. Ouais, ouais. Donc, on l'amène à l'hôpital de Bayonne, on le recoue, on fait les examens, ça va. Le soir, il nous téléphone, une fois qu'il a retrouvé ses esprits, voilà. Et il tombe sur moi. Il me dit: «Ah, Christophe, oh, écoutez, je viens de passer une journée incroyable». «Ah bon? Qu'est-ce qui vous est arrivé?» «Puis, j'ai fait de l'hélicoptère, j'ai vu le Pays Basque d'en haut, puis les gens à l'hôpital sont tellement sympas». Je dis: «Quoi, hélicoptère? Vous êtes à l'hôpital? Mais qu'est-ce qui...» «Oui, je suis tombé, mais c'était incroyable, ces pompiers sont tellement compétents et les infirmières sont charmantes, mais vous êtes à l'hôpital?» Enfin, il commençait, tu vois, il aurait pu m'appeler en disant: «Punaise, je me suis fracassé le Mmh. crâne». C'était une journée Il avait incroyable. tout transformé en positif, c'était toutes Oui, les opportunités qu'il avait pu avoir grâce à ça. sans délirer. Il Ouais. n'inventait rien. Simplement, au fond, la conclusion pour lui de cette journée, c'est qu'il s'était cassé la gueule, il y avait eu 30 points de suture. Ça, c'était pas positif. Il ne disait pas que c'était Ouais. super, mais que finalement, l'ensemble serait stocké dans sa mémoire comme un événement extraordinaire et positif, et qui le rendait heureux, Mmh. parce qu'il se disait: ben voilà, problème, solution, handicap, découverte. Enfin, et quand il est décédé, on s'est aperçu, mais c'est vrai, j'ai des frissons là, j'ai envie de pleurer quand je parle de ça. Il avait dans ses affaires un dossier où il y avait écrit en gros: «Chose qui m'émerveille». Et on ouvrait le dossier, il découpait tous les articles de journaux, des trucs qu'il trouvait magnifiques, tu vois, des actes d'altruisme entre humains, Mmh. des découvertes scientifiques. Et alors qu'il n'avait pas eu une vie si facile, tu vois, il avait une maladie chronique, il avait une spondylarthrite ankylosante, il avait une enfance un peu compliquée, tu vois, il faisait partie de cette génération qui avait grandi pendant la guerre, etc. Mais Ouais. c'était une espèce de volonté, de décision, d'aptitude sans doute, mais qu'il avait beaucoup construite. Et tu vois, c'est une grande source d'inspiration pour moi. Est-ce qu'il y a des exercices justement pour apprendre à être plus optimiste, dans la vie?
Oui, 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 bien sûr. Ça, tout le champ de ce qu'on appelle la psychologie positive Ouais. ça s'attache à ça. La psychologie positive, c'est quand tu t'attaches pas seulement à faire diminuer l'anxiété, le stress, la déprime, ce qui est important, hein, mais quand tu dis aussi aux patients, ben, ça va être important pendant une semaine, par exemple, qu'on travaille sur la gratitude. Ok. Donc tous les soirs, Ben, quand tu vas te coucher, tu te mets au lit et tu redéroules ta journée en te disant finalement, pourquoi je pourrais dire merci ce soir, merci à la vie, merci à quelqu'un. Qu'est-ce qui m'est arrivé de sympa? Voilà, ben, j'ai commandé ce plateau repas, c'était encore meilleur que d'habitude. Ben, Mm. je me réjouis de ça. Je dis merci la vie de m'avoir permis de goûter. Et puis, merci au chef qui a fait ça. Merci aux cuistots qui ont préparé. Merci au livreur qui m'a amené ce truc chez moi. Je suis content que ces gens existent et qu'il m'ait permis d'atteindre ce petit bonheur. Ou, tu vois, et ce qu'on a montré, c'est que la pratique de cette conscience, parce que tu aurais pu aussi avaler le plateau repas et puis effacer ça de ta Ouais. mémoire, mais te dire, voilà, cet événement agréable, je le dois en partie à d'autres. Je le dois en partie à moi, je fais un boulot, je travaille beaucoup, je gagne un peu d'argent, donc je peux me faire livrer des repas. Je le dois aussi aux autres parce que il y a mes parents, il y a mes profs, il y a les gens qui m'ont appris le métier que je fais, il y a ce cuisinier. Et ce qu'on montre, c'est deux choses. D'abord, que la pratique de la gratitude augmente le bonheur des humains. Tu vois, Ouais. le bonheur se nourrit beaucoup plus de la conscience de ce qu'il doit aux autres que de l'égoïsme. C'est-à-dire, c'est moi, mon bonheur ne m'appartient qu'à moi, etc. C'est plus appauvrissant que de se dire, ce qui me rend heureux me vient pour partie, et parfois pour très grande partie des autres. Premier point. Et deuxième point, c'est une compétence qui se développe. C'est-à-dire, plus tu pratiques, plus tu fais des petits programmes comme ça de quelques jours où tu remercies la vie de la journée que tu as eue, mais en rentrant dans le détail, en revivant les émotions, etc. Faut pas juste faire ça en se disant « Ah oui, il m'est arrivé ça de bien, merci la vie », et puis hop, je vais m'occuper de mes soucis maintenant. Ouais, ouais. Je vais ruminer mes soucis pour ne pas m'endormir. Mm. Plus tu deviens compétent à ça. On peut muscler son cerveau au bonheur. Absolument. On peut muscler son cerveau à tout. Et beaucoup de gens, malheureusement, le musclent au malheur. Je me suis rendu compte que j'ai vraiment des périodes où je peux broyer un peu du noir et où je me rends compte que à la fin de la semaine, ça va très vite, hein, à la fin de la semaine, j'en suis à me plaindre sur des mini détails et j'en suis à même plus voir des choses. Alors que j'ai l'impression d'être très optimiste depuis très longtemps et je me rends compte à quel point la noirceur peut prendre vite possession de moi en l'espace d'une semaine et comme si ça devenait un automatisme et que c'était devenu ma nouvelle réalité, quoi. Ça va beaucoup plus vite, malheureusement, dans ce sens que dans l'autre, hein. C'est toujours la théorie du cafard et de la cerise. Est-ce que le bonheur, ça passe aussi par l'estime de soi? Ça passe pas mal par l'estime de soi. L'estime de soi, le regard qu'on porte sur soi, le rapport qu'on a avec soi-même, l'amitié qu'on va avoir pour soi, avec à la fois, comme dans toute amitié, ce mélange entre d'exigence et de bienveillance. Ces questions d'estime de soi, elles sont précieuses pour notre bonheur parce qu'elles nous permettent d'être en paix avec nous-mêmes et donc de nous oublier. Mon bouquin s'appelle « S'estimer et s'oublier » et il montre la direction. C'est-à-dire le but de l'estime de soi, c'est pas d'être content de soi, de son petit ego, se regarder le matin dans la glace et dire « qu'est-ce que je suis, quelqu'un de bien ?» On s'en fout, aucun intérêt. Le but de l'estime de soi, c'est qu'on n'est pas sans cesse ramené à soi parce qu'on se dit « je suis pas à la hauteur » ou « on m'admire pas assez » ou « je dois réussir » ou « il faut que je sois comme ci ou comme ça ». C'est pas ça. Ça, c'est de la souffrance. Et on sait que la souffrance, c'est un aimant attentionnel. Ça attire l'attention sur nous. Si tu as très mal aux dents, si tu as un gros chagrin d'amour, tu es recroquevillé sur toi et tu vois pas que le ciel est bleu ou que la vie est belle. Si tu es en paix avec toi, si tu n'as pas de douleur, ni dans ton corps, ni dans ton esprit, donc la bonne estime de soi, c'est être en paix avec soi, c'est pas être endolori de soi-même, parce qu'on t'aime pas assez, parce qu'on t'admire pas assez, parce que tu n'as pas assez de likes, etc. Tu es libéré et donc tu t'ouvres à tout le reste. Et donc, tu vois qu'il y a des gens sympas, que la vie est belle et tu t'ouvres au monde. Et c'est une des clés du bonheur aussi, hein, le fait de s'intéresser à plus large que soi, plus vaste que soi. Donc, c'est une des voies, oui. Comment on fait pour avoir plus confiance en soi? Alors, il y a plusieurs dimensions, hein. Ça, on ne peut pas répondre par une seule phrase, mais
souvent, les gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est d'abord des gens qui sont trop exigeants avec l'idée de réussite, qui sont des perfectionnistes, qui au fond attendent trop de choses d'eux et donc se condamnent au fond soit à l'échec, soit, s'ils réussissent, à l'insatisfaction. L'échec, ils sont nuls, et la réussite, ils n'ont pas été si bons que ça, et ça ne sera pas aussi bien que ça la prochaine fois. Donc il n'y a jamais de bonne solution en fait. Malheureusement, voilà. Donc il y a déjà examiner un petit peu son logiciel perfectionniste, qui est une première chose. Après, pour avoir plus confiance en soi, il faut vérifier qu'on ne soit pas trop coincé dans un système d'évitement. La confiance en soi, comment elle se définit? La confiance en soi, c'est finalement ce sentiment que j'ai de pouvoir m'engager dans une action, aller vers quelqu'un, accomplir une tâche, me présenter à un concours, me lancer dans un web TV, ouvrir mon podcast et tout, avec des chances raisonnables de succès. La confiance en soi, ce n'est pas la certitude que je vais réussir, parce que je sais que ça n'existe pas. La réussite ne dépend pas que de mon travail et de mes compétences, elle dépend aussi d'une part de chance. Donc, voilà. La confiance en soi, c'est ça, c'est se dire, je vais le faire et je fais tout pour que ça marche, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Si je n'ai pas assez confiance en moi, j'ai tellement peur que ça ne marche pas que je vais adopter un moyen infaillible pour éviter l'échec, ne rien faire. On se boycotte en fait, tout seul. Et donc, c'est les fameux évitements qui sont l'obsession des psychologues comportementalistes. Et au fond, les gens qui n'ont pas confiance en eux, eh bien, ils vont éviter. Ils n'ont pas confiance en eux pour la vie sentimentale, donc ils ne vont pas aller vers les gens qui leur plaisent. Ils n'ont pas confiance en eux intellectuellement, donc dans les soirées, ils ne vont rien dire pour qu'on ne s'aperçoive pas qu'ils sont idiots. Ils croient l'être, évidemment, ils ne le sont pas, mais ils n'ont pas confiance en eux professionnellement, donc les entretiens d'embauche, soit ils ne vont pas y aller, soit ils vont prendre à chaque fois des boulots sous-dimensionnés par rapport à ce qu'ils pourraient faire, etc. Ils ne vont jamais insister. Et donc ça se soigne par la confrontation. Et donc, tu n'as pas d'autre choix pour muscler ta confiance en toi que de repérer tes évitements et peu à peu d'y aller. Donc ça, c'est ce qu'on faisait dans le service où j'ai exercé pendant presque toute ma carrière à l'hôpital Sainte-Anne. On faisait des exercices qui paraissaient durs, vu de l'extérieur, mais qui étaient très spectaculaires pour les patients. C'est-à-dire, on les amenait chanter dans le métro, ou on allait dans la rue demander aux gens de nous donner 20 €, etc. C'était des bides épouvantables, évidemment, mais ce qu'on voulait leur faire passer, on voulait leur dire, c'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que vous ne soyez pas effrayés par l'échec. C'est le philosophe Sioran qui disait un truc très vrai. Il disait, il y a une chose importante dans la vie, c'est accepter d'être perdant. Alors ça paraît anti-développement personnel, anti-coach, voilà. C'est pas la meilleure version de soi-même, quoi. C'est pas ce truc-là. Mais ça veut dire quoi? Apprendre à être perdant. C'est-à-dire que le jour où tu n'as plus peur de perdre et où tu te dis, je tente. Il ne faut pas faire n'importe quoi, mais te dire, si je gagne, je me réjouis. Si je perds, j'ai appris. Voilà. C'est là. Alors Nelson Mandela disait ça mieux. Il disait, voilà, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et un autre écrivain, tu vois, les écrivains ont beaucoup écrit sur ça. C'est Beckett, un écrivain irlandais, qui dans un de ses... C'était un écrivain un peu dur, exigeant. C'était pas toujours clair ce qu'il écrivait, mais il y a cette séquence très célèbre où un personnage passe par là à un autre et dit « échoue, échoue encore, échoue mieux ». Voilà, ne te décourage pas face aux échecs, mais essaie d'en tirer le meilleur. Et donc, apprendre à échouer, ça ne veut pas dire aimer échouer, ça ne veut pas dire vouloir échouer, ça veut dire c'est le loyer. C'est le loyer de l'action, donc je vais tenter plein de choses et quand ça marchera, ça sera impeccable et quand ça ne marchera pas, ça sera impeccable aussi. J'aurai appris des choses. Si je suis dans cet état d'esprit, si je suis dans l'état d'esprit, l'échec révèle que je suis un mauvais, c'est mort. Parce qu'on a décidé que c'était notre réalité, donc ce sera notre réalité. Et donc, je ne vais pas y aller. Je vais rester embusqué, donc je ne vais pas me développer. Je sacrifie mon développement personnel à ma sécurité émotionnelle, à mon confort émotionnel, mais je ne grandis pas. Quelle place a le lien social dans notre bonheur? Les recherches montrent que cette place est énorme. Que c'est la solitude qui nous rend le moins heureux?
Sans doute. En tout cas, la solitude subie. Parce Ok. que oui, la solitude choisie, c'est important aussi de temps en temps de te mettre tranquille à l'écart. Moi, il y a un truc que j'adore faire dans les fêtes, les réunions familiales, les fêtes entre copains. Bon, je participe, je bois un ou deux petits verres et puis je vais me Hmm. mettre un peu à l'écart, J'adore. tranquille. C'est mes moments où je suis le plus heureux Voilà. de voir les gens heureux, en conversation, Tu es etc. avec eux, mais tu es un peu en dehors. Ouais. Donc, tu as le temps d'observer, de savourer. Tu Hmm. sens le lien qui te relie à eux, mais tu as le temps de te dire, c'est cool d'être là, ils sont sympas, je les aime, ils m'aiment, je suis bien. Voilà, mais ça, si tu vois, on a la même position, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'à la fois, on a besoin d'être en lien. Ça veut dire aussi que, une fois de plus, pour prendre conscience de ce qu'il y a de bon dans nos vies, parfois, il faut être un tout petit peu en recul et se dire, voilà, mets-toi au calme et réalise un peu ce qui se passe. Mais globalement, quand même, oui, les études montrent que le lien est très précieux pour le bonheur. Et autre chose aussi, tout ça, c'est la psychologie positive qui l'a montré, tout ce qui est altruisme, bienveillance, entraide. Et au fond, chaque fois que je suis sympa avec les gens, j'augmente mon bonheur. Et chaque fois que je suis en conflit, je le diminue. Mais ça, c'est une vérité émotionnelle qui est évidente pourtant. On a tous fait cette expérience. Comment tu te sens quand tu es en guerre avec quelqu'un et comment tu te sens quand tu es en paix avec quelqu'un? Ben, Ouais. évidemment. Et pourtant, on va régulièrement à la castagne, à la guerre, dans le ressentiment. Et voilà, mais ce lien, oui, il est au cœur du bonheur de l'humain. L'humain, c'est un animal social. Et donc, ce lien, il est capital. Et pour l'estime de soi aussi, d'ailleurs. Pour l'estime de soi, on considère que une des grandes nourritures de l'estime de soi, c'est le sentiment que les autres nous apprécient. Et certains chercheurs disent ben, l'estime de soi, c'est un sociomètre. Le thermomètre mesure la température et le sociomètre mesure la popularité. C'est d'ailleurs sur ça que jouent les réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux qui nous poussent à accumuler les likes, à part que là, c'est des mauvaises nourritures, on pourra en reparler. Mais en gros, l'humain, il a besoin qu'on l'aime. Et on a fait des études montrant que on fait croire à des volontaires comme ça, voilà, on fait se rencontrer les gens, puis on leur fait croire que les autres, on dit de chacun, il est comme ci, il est comme ça, et on s'aperçoit que les gens à qui on a dit, toutes les personnes là qui vous ont rencontré, vous ont beaucoup admiré, ont admiré votre réussite, vous êtes vraiment, ils ont trouvé que vous étiez fort. Et puis à l'autre moitié des gens, on dit, tous les gens qui vous ont rencontré ont trouvé que vous étiez sympa, ils vous aiment bien comme personne. Autrement dit, dans un cas, on t'aime pour ce que tu as fait, on t'admire, et dans l'autre, on t'aime pour ce que tu es, on a de l'affection pour toi. Mais on s'aperçoit que les gens qui se sont sentis admirés, quand on leur fait passer des tests difficiles auxquels ils vont échouer, sont beaucoup plus stressés que les gens à qui on a dit « vous êtes quelqu'un de super sympa », qui sont stressés aussi, mais beaucoup moins. Autrement dit, si tu prends l'habitude de baser l'estime que tu as pour toi sur l'admiration, les likes, le fait que tu réussis, etc., ben, le jour où tu vas pas réussir, ça va être beaucoup plus stressant pour toi que si tu comprends que c'est bien de réussir. C'est génial, hein, je ne sais pas ce que je veux dire, mais que tu ne peux pas toujours réussir et que ce qui compte, c'est qu'on t'apprécie, d'être d'un humain que les autres apprécient, auprès de qui ils sont contents de se trouver, etc. À quel point on peut vite aussi tomber dans un esprit un peu Truman Show, c'est-à-dire que on peut aussi vite se mettre dans une bulle où on crée sa propre réalité, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens nous apprécient, du coup on gagne en confiance en soi, etc., mais que c'est un peu en décalage de la réalité. C'est toute la question que posent les réseaux sociaux, c'est-à-dire les réseaux sociaux, ils sont un peu à l'estime de soi ce que le comprimé de vitamine C est à la santé. Quand tu prends un comprimé de vitamine C, tu as une dose de vitamine C, mais on a montré que c'est beaucoup mieux de manger une orange. Pour la même quantité de vitamine C, tu vas avoir aussi des fibres, d'autres vitamines, des tas de substances qui vont faire que la vitamine C sera beaucoup mieux absorbée, beaucoup plus efficace et que tu auras encore d'autres bénéfices. Les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. L'approbation sociale que tu récupères sur les réseaux sociaux, c'est la vitamine C. L'approbation sociale que tu récupères dans la vraie vie, c'est l'orange. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus nourrissant et c'est beaucoup plus vrai. Juste un exemple. Quand tu suis quelqu'un sur les réseaux sociaux,
tu as la meilleure image de lui-même, il est parfait, il est fort, les vacances sont toujours dans des endroits formidables, il est toujours avec des gens incroyables, il est toujours beau, toujours maquillé, toujours ceci, toujours cela. Là, la comparaison est terrible pour toi, parce que tu n'es jamais à la hauteur de tout ça. Quand tu connais cette personne et que tu la vois au quotidien, tu vois bien sûr toutes ses qualités, mais tu vois aussi qu'il est toujours énervé, qu'il s'est embrouillé avec tout son quartier, qu'il a mauvaise haleine, qu'il fume trop. Ce que tu vois pas sur les réseaux sociaux. Autrement dit, la fréquentation des vrais gens, la vraie vie, est beaucoup plus sincère et beaucoup plus juste que les réseaux sociaux, qui sont quand même, c'est une banalité de dire ça, mais des lieux où il est assez facile de mentir et de stresser les autres, de faire du mal aux autres. Tu veux dire que là, si je poste ma tenue sur Instagram et que j'ai 10 000 likes, ça me fera pas le même effet de bonheur que si quelqu'un me complimente sur ma tenue dans la vraie vie? Je crois. Ouais, et encore moins que si 10 000 personnes t'arrêtent pour te dire que tu es génial. Ouais. Mais ça fait plaisir aussi, hein. C'est pas ce que je veux dire. Moi, j'ai aussi des réseaux sociaux. Je suis content que les gens m'aiment, évidemment, mais rien ne me touche autant que quand je fais des signatures et que des lecteurs ou des lectrices viennent me dire « Vous m'avez vraiment aidé, quoi. » Et là, j'en ai les larmes aux yeux parfois. Mais j'ai la personne en face. Sur les réseaux sociaux, c'est peut-être les mêmes, mais je comprends là qu'il se passe un truc bouleversant, quoi, vraiment. Est-ce que toi, en sachant tout ça et en travaillant dessus, en ayant la théorie, la pratique, etc., de tout ça depuis des années, tu dirais que toi, tu es heureux dans ta vie? Alors, je dirais que je suis beaucoup plus heureux qu'avant. Moi, j'étais pas doué pour le bonheur. J'étais un grincheux, un douloureux. Moi, je viens d'une famille où on n'était pas très doué pour le bonheur, donc personne ne m'a appris quand j'étais petit. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, tout ça s'est construit au fil des années. Oui. Le gros boost d'accélérateur, ça a été mes filles. J'ai 3 filles. Et quand je me suis retrouvé papa, je me suis dit, punaise, il faut qu'elles aient un papa qui soit heureux, parce que c'est comme ça que je pourrais leur léguer la capacité à être heureux. Il ne faut pas que je leur dise « sois heureuse », il faut que je sois vraiment, moi, heureux. Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai plein de moments où je me sens heureux. Il y en a plein où je suis stressé, où je suis anxieux, où je ne suis pas content. Mais dans ces moments-là, tu arrives à te reconnecter et je sais pas, à théoriser, à te dire « Ok, pourquoi là, j'accueille mes émotions, pourquoi là, je suis en colère, etc. » Est-ce que tu as cette brique-là que moi, tu vois, je travaille dessus, mais que j'ai pas forcément, ou des fois, je suis en colère, je suis juste en colère, j'arrive pas à me calmer, tu vois? Oui, je l'ai sans doute. Ben ça, c'est la chance. Moi, j'ai eu du bol, finalement. Hein. Plutôt que d'être ingénieur, j'ai été psychiatre et je crois que ça m'a beaucoup aidé. Hein. Ça n'empêche pas, si tu veux, j'ai pas de climatisation émotionnelle. C'est-à-dire, je suis beaucoup moins zen en permanence que les gens ne le croient et tout. Là, tu vois, j'ai l'air zen parce que tu es sympa avec moi. Donc, ça m'arrive, comme tout le monde, d'être énervé, d'être triste, d'être inquiet, bon. Simplement, je pense que je retombe beaucoup plus vite sur mes pieds. Quand ça secoue un peu, je me dis, attends, tu te poses, qu'est-ce qui se passe là? C'est une catastrophe ou tu as la pensée que c'est une catastrophe? C'est vraiment la catastrophe ou tu es en train de te dire que c'en est une? Donc, voilà. Et c'est ça, je crois, la différence. Et c'est ça qu'il faut viser. C'est-à-dire, on ne peut pas viser la zénitude constante et permanente, mais on peut viser le fait de perdre moins de temps à patauger dans ses agacements, dans ses endolorissements, dans ses tristesses, etc. J'ai une dernière question. Comment on fait pour se détacher du regard des autres? Est-ce que ça existe de se détacher du regard? Je crois que c'est compliqué d'être totalement indifférent au regard des autres, une fois de plus, parce qu'on en a besoin de ce regard. C'est important, il nous aide à nous positionner, à comprendre un peu des choses sur nous, etc. Mais c'est vrai qu'en être dépendant, c'est-à-dire agir en fonction de ce que les autres vont penser, etc., ça, c'est une servitude, c'est une contrainte, on vit moins bien. Quand on veut faire travailler un patient sur cette histoire du détachement du regard des autres, c'est important de l'exposer à des regards désapprobateurs. C'est pour ça qu'on avait cet exercice très fameux, quoi. On amenait les patients chanter faux dans le métro, ou chanter dans le métro. Puis bon, voilà. Alors, on allait tous dans le métro, on chantait, voilà. Et donc, on leur disait, voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui va se passer. Donc, on chantait, dans ces cas-là, eux avaient l'impression que
tout le monde allait les regarder, qu'on allait les expulser du métro, que ça allait être une catastrophe, etc. D'abord, il s'apercevait qu'avec la moitié des gens qui levaient la tête, les autres s'en foutaient. Que parmi les gens qui levaient la tête, la plupart souriaient, étaient sympas. Il y en a quelques-uns qui avaient l'air un peu chafouins, mais ce n'était pas très grave. Et que presque toujours, en descendant, les gens venaient nous taper sur l'épaule en disant « C'était drôle ce que vous avez fait, bravo, félicitations ». Donc, en faisant ça, tu t'aperçois que tu peux avoir un comportement qui attire le regard sur toi et où tu n'as pas été très bon finalement. On n'a jamais eu de gens qui chantaient très bien. Hein. D'ailleurs, moi, je me suis aperçu que je chantais très mal parce que je faisais d'abord l'exercice pour leur montrer, etc. Et que c'est pas si grave, quoi, d'avoir des défauts, d'échouer, de pas être à la hauteur. Donc, si tu peux faire dans ta vie des petits tests comme ça, où tu t'exposes un peu au ridicule, etc., c'est pas si mal. Après, ce qui est très important, c'est de comprendre que tout le monde a un peu peur du jugement ou du regard des autres. Donc, qu'il ne s'agit pas de ne plus avoir peur, mais d'avoir un peu moins peur. Autre chose qu'on vérifie régulièrement, c'est que, en fait, on se raconte des tas d'histoires. 9 fois sur 10, tu penses que les gens te jugent mal, et en fait, ils ne te jugent pas. Ça, c'est l'histoire de ma vie. Hein. Voilà. Je t'avoue que j'ai toujours l'impression que de prime abord, des gens vont d'abord me détester, avant d'avoir un avis neutre, de s'en foutre royalement. Oui. Et très souvent, je me rends compte que, en fait, non, les gens composent aussi avec leurs propres pensées, leurs propres névroses, leurs propres problèmes aussi. Et la plupart du temps, tu fais même pas partie de leur esprit, en fait. Absolument. Mais c'est ce qu'on avait, nous, avec les patients rougisseurs. On travaillait sur des programmes pour les gens qui avaient peur de rougir devant les autres. Okay. Et on avait des petits montages expérimentaux où, en fait, eux, ils étaient persuadés d'avoir beaucoup rougi. Et parfois, ils avaient beaucoup rougi. Mais quand on interrogeait les personnes qui étaient en train de parler avec eux, la plupart du temps, soit les gens n'avaient pas vu qu'ils rougissaient, parce que, comme tu dis, ils étaient dans leur truc à eux, soit ils l'avaient vu, mais ça ne les avait pas gênés. Si je te parle et que tu te mets à rougir, ce qui attire mon attention, ce n'est pas le rougissement, c'est le fait que tout à coup, tu dis « Putain, je rougis, est-ce qu'il va le voir ?» Et là, tu quittes la fluidité de l'échange. Et là, l'autre se dit « Il a l'air bizarre tout à coup. » Il ne se dit pas « Tiens, il est rouge. » Il se dit Pourquoi il roule les yeux de tous les côtés? C'est ton changement de comportement que tu vas avoir. Soit il ne regarde pas, soit il voit, mais ils sont bienveillants. Et très rarement, c'est une minorité, il voit et se dit tiens, mais c'est une personne sur 50, une personne sur 100. Et puis, dernier point, mais après là aussi, il faut accepter parfois qu'il y ait des gens qui ne nous aiment pas. Il faut accepter parfois qu'il y ait des gens qui ne soient pas sympas, qui soient des méchants, des hargneux. Une fois de plus, c'est l'adversité, c'est le loyer de la vie, et les gens pas sympas, c'est le loyer de la vie sociale. Mais il y a tellement de gens sympas qui nous aiment qu'il faut que ça nous donne des forces. C'est une très belle conclusion, je trouve, de cette vidéo sur le bonheur. Tu en as parlé tout à l'heure, mais évidemment, tu as ton livre « S'estimer et s'oublier » aux éditions Odile Jacob qui est dispo partout. Et tu arrives à savoir combien tu as de livres sortis? Vaguement. Les gens qui te découvrent et qui veulent se faire les grands classiques, ils ont une bibliothèque entière qui peuvent se faire. Il y a une trentaine. Okay, mais ça fait longtemps aussi que j'écris. Je suis un vieil auteur. Mais en tout cas, moi, j'en ai lu, je pense, au moins une bonne quinzaine. Et à chaque fois, on en retire toujours des choses humaines qui sont très, très intéressantes. Merci Ben. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. C'était un plaisir.